en 41 de l'ère chrétienne. Rome, la colline du Palatin, cœur de l'immense empire. L'air, en ce jour de janvier, était humide et froid, mais dans les couloirs étroits et voûtés sous le palais impérial, régnait une autre atmosphère, étouffante, électrisée d'un mélange de peur, de sueur et d'attente latente. Ici, dans la pénombre du cryptoportique, ainsi nommait-on le passage souterrain qui reliait les complexes palatiaux, l'histoire se figea pour un court et terrible instant. L'empereur Caius Julius Caesar Augustus Germanicus, connu du monde entier sous son surnom d'enfance, Caligula, revenait des Jeux palatins. Il était de bonne humeur, entouré de sa suite de sénateurs et de jeunes aristocrates qui lui chantaient des hymnes de louange. Il s'attarda pour parler avec des acteurs, et c'est à ce moment précis que, de l'ombre, surgit le tribun de la garde prétorienne, Cassius Chaerea. Un homme que l'empereur humiliait publiquement depuis des années, lançant des plaisanteries scabreuses sur sa voix fluette et efféminée. Chaerea s'approcha et, comme l'exigeait le protocole, demanda au princeps le mot de passe du jour. Caligula, avec un sourire en coin, lui jeta en réponse un autre mot obscène. Ce fut la dernière plaisanterie de sa vie. « Hoquege !» ce qui signifie « Agis !» s'écria Chaerea, et son épée, brillant dans la faible lueur des torches, porta le premier coup, lui tranchant le cou et l'épaule. Caligula, incrédule, chancelant, tenta de fuir en criant qu'il était encore en vie. Mais il était trop tard. Les autres conspirateurs, prétoriens et sénateurs, comme une meute de loups, se jetèrent sur lui. Cornelius Sabinus lui porta un coup dans la poitrine, puis un autre, et encore un autre. 30 lames s'enfoncèrent dans le corps de l'homme qui, un instant plus tôt, se considérait comme un dieu vivant. Il le frappait avec une fureur démente, même lorsqu'il était déjà mort, exorcisant toute l'horreur accumulée, toute la haine et le dégoût. Quand tout fut terminé, dans le silence retentissant du souterrain, gisait sur le sol de marbre ce qui restait du 3e empereur romain. Ses assassins s'étaient dispersés, laissant Rome dans le chaos et l'anarchie. Ce jour-là, ce ne fut pas seulement la vie d'un homme qui fut interrompue. Ce jour-là, le mythe du souverain divin s'effondra, et la terrible vérité fut mise à nu. Le pouvoir à Rome n'est pas la volonté des dieux ni la décision du Sénat, mais seulement le tranchant d'une lame et la détermination de celui qui est prêt à l'utiliser. Comment en était-on arrivé là? Comment le garçon que les légions adoraient, dont l'ascension au trône avait été accueillie par une liesse universelle, l'espoir de tout l'Empire, s'était-il transformé en un monstre dont la mort fut célébrée avec le même enthousiasme? Pour comprendre la tragédie de Caligula, il faut revenir au tout début, au monde qu'il a engendré, un monde d'intrigues, de trahisons et de pouvoir illimité, forgé dans le feu des guerres civiles et cimenté par le sang de la dynastie des Julio-Claudiens. Car avant que le monstre n'apparaisse, il y avait un garçon. Et avant le garçon, il y avait un empire, construit sur les ossements de la République. Pour saisir pleinement le phénomène Caligula, il est nécessaire de se plonger dans l'essence même du système politique dont il hérita. L'Empire romain, au temps de sa jeunesse, était encore une création très jeune, drapée dans la vieille toge usée de la République. L'homme qui créa ce système, Octavien Auguste, était un génie du camouflage politique. Après des décennies de guerres civiles sanglantes qui avaient anéanti la vieille aristocratie, il comprit que Rome n'accepterait jamais une monarchie ouverte. Le mot « rex », roi, était imprégné de haine depuis l'expulsion de Tarquin le Superbe. C'est pourquoi Auguste créa autre chose, le principat. Sur le papier, en parole, il n'était que le premier parmi ses pairs, le princeps senatus. Il restaura le Sénat, rétablit les élections des magistrats, conserva toutes les institutions républicaines. Mais ce n'était qu'une façade, une décoration grandiose et virtuose. En réalité,
Tout le pouvoir était concentré entre ses mains. Il contrôlait l'armée, en tant que commandant en chef suprême. Il gouvernait les provinces les plus riches et les plus stratégiques, y compris l'Égypte, le grenier de Rome. Il possédait la puissance tribunicienne, ce qui rendait sa personne sacrée et inviolable, et lui donnait un droit de veto sur toute décision du Sénat. Il était le grand pontife, le Pontifex Maximus, contrôlant toute la vie religieuse de l'État. Auguste, en substance, était un monarque absolu qui avait sagement décidé de ne pas s'appeler ainsi. Il régna plus de 40 ans, apportant à Rome une paix et une stabilité longtemps attendues, la fameuse Pax Romana. Il construisit des temples, des routes, des aqueducs, transformant une ville de briques en une ville de marbre. Il fut un mécène des arts, le protecteur de Virgile et d'Horace. Ce système reposait sur un équilibre subtil et un contrat social tacite. L'aristocratie sénatoriale, ayant perdu le pouvoir réel, conservait sa richesse, son prestige et l'illusion de participer à la gestion de l'État. L'ordre équestre, pilier du régime, accédait à d'importantes fonctions administratives et financières. La plèbe urbaine de Rome était apaisée par des distributions gratuites de pain et des spectacles grandioses, et les provinces, épuisées par les pillages des gouverneurs républicains, soupirèrent de soulagement sous une administration impériale plus juste et mieux organisée. C'était une construction complexe, à plusieurs niveaux, cimentée par l'autorité, l'or et les légions. Mais ce système avait une faiblesse innée, fatale, le problème de la succession. Si l'on n'est pas roi, comment transmettre le pouvoir? Auguste, obsédé par l'idée de créer une dynastie, chercha toute sa vie un successeur. L'un après l'autre, la mort emporta ses élus, son neveu Marcellus, son fidèle compagnon Agrippa, ses petits-fils Caius et Lucius César. Le destin semblait se moquer de lui. Finalement, à la fin de sa vie, il ne lui restait qu'un seul candidat, qu'il n'aimait ni ne respectait ouvertement, son beau-fils, Tibère Claude Néron. Et c'est ici, à cette transition de pouvoir, que le système se fissura pour la première fois. Tibère était l'antithèse complète d'Auguste. Si Auguste était un maître de la politique publique, charmant et charismatique, Tibère était un aristocrate renfermé, sombre et méfiant de la vieille école. Son amertume avait aussi des racines profondément personnelles. Sur ordre d'Auguste, il avait dû divorcer de sa première épouse bien-aimée, Vipsania Agrippina, et épouser la fille débauchée de l'empereur, Julia, ce qu'il perçut comme une terrible humiliation. C'était un brillant général, l'un des meilleurs de l'histoire de Rome, et un administrateur compétent, mais il méprisait la flatterie, les intrigues de palais et ce même jeu hypocrite de la République restaurée que menait si magistralement Auguste. Il accepta le pouvoir à contre-cœur, à l'âge de 55 ans, déjà fatigué et désabusé. Il voyait dans le Sénat non pas des partenaires, mais une assemblée d'hommes prêts à l'esclavage, comme il le dit un jour en sortant de la curie. C'est sous le règne de Tibère que furent jetées les bases de la peur et de la paranoïa sur lesquelles grandira plus tard la tyrannie de Caligula. Le Sénat, privé de pouvoir réel mais conservant sa vanité démesurée, sentit rapidement le changement. Tibère ne le flattait pas comme Auguste. Il lui parlait directement, parfois même brutalement. Les sénateurs, habitués aux ordres voilés, ne le comprenaient pas et le craignaient. Cette peur et cette incompréhension mutuelle engendrèrent un monstre, la loi de lèse-majesté, en latin lex de majestate. Initialement destinée à protéger l'État de la trahison sous Tibère, elle se transforma en un instrument de règlement de comptes et de répression politique. Toute parole imprudente, toute critique à l'encontre de l'empereur ou même une statue malencontreusement jetée pouvait être interprétée comme un crime d'État. La délation devint un métier lucratif et Rome plongea dans une atmosphère de terreur poisseuse et omniprésente. Les délateurs professionnels prospéraient,
recevant une partie des biens du condamné, ce qui créait un cercle vicieux d'accusations et d'exécutions. Ainsi, l'historien Cremutius Cordus fut contraint de se suicider, et ses œuvres brûlées uniquement parce que dans son livre, il avait fait l'éloge des assassins de César, Brutus et Cassius. La liberté d'expression était morte. Un homme pouvait être condamné pour s'être changé à côté d'une statue de l'empereur, ou pour avoir payé avec une pièce à son effigie dans un lupanar. La paranoïa devint la monnaie de la vie politique. L'apogée de cette période fut l'ascension du préfet de la garde prétorienne, Lucius Aelius Sejanus. Sejan, un parvenu ambitieux et impitoyable de l'ordre équestre, réussit à gagner la confiance de l'empereur vieillissant. Il était un maître de la flatterie et de l'intrigue, l'antipode du direct Tibère. Il persuada l'empereur, las de Rome et de ses jeux politiques, de se retirer sur l'île de Capri, tandis que lui-même, resté dans la capitale, devint de fait le dirigeant de l'État. L'une de ses décisions clés et les plus visionnaires fut de concentrer toutes les cohortes prétoriennes, jusqu'alors dispersées en Italie, dans un immense camp, les Castra Praetoria, juste au mur de Rome. Cette mesure transforma la garde de simples gardes du corps dispersés en une force politique monolithique, consciente d'elle-même, des faiseurs d'empereurs, qui allaient semer la terreur sur la ville et le Sénat pendant les siècles suivants. C'est ces gens qui déchaîna une véritable terreur contre l'aristocratie sénatoriale et, ce qui est le plus important pour notre histoire, contre la famille de l'héritier direct du trône, Germanicus. Il murmurait systématiquement à l'oreille de Tibère des histoires de complot, de l'orgueil démesuré d'Agrippine, la veuve de Germanicus, de la popularité croissante de ses fils, qui pouvaient devenir une menace pour le pouvoir du princeps. Tel était le monde dans lequel notre héros principal allait entrer, un monde où la façade des libertés républicaines dissimulait une monarchie absolue, où le pouvoir d'un seul homme dépendait non pas de la loi, mais de ses qualités personnelles, où l'armée était dévouée non pas à l'État, mais à la personne de l'empereur, et où flottait le brouillard toxique de la paranoïa, des dénonciations et des assassinats politiques. Le système, créé par le génie d'Auguste pour maintenir la paix, se révéla parfaitement adapté à la naissance de la tyrannie. Il ne lui manquait qu'une chose, un tyran à sa mesure. Et il grandissait déjà, loin des sombres palais de Rome, dans les camps militaires à la frontière de l'Empire. Et tandis qu'à Rome s'épaississaient les ombres de l'intrigue et que Tibère s'enfonçait de plus en plus dans son isolement morose, aux frontières froides de l'Empire en Germanie, brillait une étoile vers laquelle tout le pays regardait avec espoir. Il s'appelait Nero Claudius Drusus Germanicus. Neveu et fils adoptif de Tibère, fils de son populaire frère Drusus l'Ancien, Germanicus était tout ce que l'empereur régnant n'était pas. Il était jeune, beau, charmant, courageux et fabuleusement populaire. Les soldats l'adoraient. Le peuple voyait en lui un descendant direct non seulement des Claudiens, mais aussi, par sa mère Antonia la Jeune, de Marc-Antoine lui-même, et sa femme, Agrippine l'aînée, était la petite-fille du divin Auguste. Dans ses veines coulait le sang le plus bleu de Rome. Il était l'incarnation vivante de l'union dynastique des deux grandes familles, les Julie et les Claudie. Germanicus était l'incarnation de la vertu romaine. Il combattit en Pannonie, puis prit la tête de 8 légions sur le Rhin, une force militaire colossale, près d'un tiers de toute l'armée romaine. Il mena des campagnes très dures contre les tribus germaniques, vengeant la défaite écrasante de Varus dans la forêt de Teutobourg, qui était devenue un traumatisme national pour Rome. Il visita personnellement le lieu de la tragédie, où blanchissaient encore les os des 3 légions perdues, et organisa des funérailles funestries pour les morts, ce qui fut un geste symbolique des plus puissants. Il traversa le Rhin, s'enfonça au cœur des terres hostiles, incendia des villages, combattit les Chérusques d'Arminius, ce même chef qui avait anéanti les légions de Varus.
Il récupéra les aigles perdus, symbole de l'honneur des légions, et son nom était sur toutes les lèvres. Mais Germanicus n'était pas seulement un général, c'était aussi un père de famille exemplaire, ce qui contrastait vivement avec la débauche de l'élite romaine. Sa femme, Agrippine l'aînée, était une femme à sa mesure, fière, ambitieuse, féconde et d'une dévotion sans faille à son mari. Elle était la fille de Marcus Vipsanius Agrippa, le meilleur ami et compagnon d'Auguste, et de Julia l'aînée, la fille unique de l'empereur. Le sang d'Auguste coulait dans ses veines et elle ne l'oubliait jamais. Elle possédait une volonté inflexible et considérait que son origine lui donnait le droit de parler et d'agir avec une franchise inaccessible aux autres. Cet orgueil, qui suscitait tant l'admiration des légionnaires, sera finalement l'une des causes de sa perte dans l'atmosphère empoisonnée de la cour de Rome. Contre toutes les traditions, elle le suivait dans ses campagnes militaires, vivant sous la tente et non dans un palais, et partageant avec les légionnaires toutes les épreuves de la vie de campagne. Elle donna à Germanicus 9 enfants, dont 6 survécurent. Ce n'était pas une simple famille, c'était un véritable projet de relations publiques, une propagande de la puissance dynastique, de la fertilité et de la stabilité, une image idéale pour les monnaies et les esprits romains. Et voilà que, le 12 août de l'an 12 de notre ère, dans la ville balnéaire d'Antium, non loin de Rome, naquit dans cette famille un 3e fils. On lui donna le nom redoutable de Caius Julius César, un nom que portait le dictateur et le premier empereur. Mais ce nom n'était pas destiné à lui rester. Alors que le garçon n'avait que 2 ou 3 ans, sa mère l'emmena avec elle dans le camp militaire en Germanie. Pour amuser les rudes légionnaires, elle habilla l'enfant d'un minuscule uniforme de soldat, y compris de petites bottes, des caligae. La vue de ce bambin, marchant maladroitement dans son attirail militaire, provoquait chez les vétérans aguerris un enthousiasme indescriptible. Ils le surnommèrent Caligula, ce qui signifie littéralement « petite botte ». C'était un surnom plein de tendresse soldatesque, un peu comme le fils du régiment. Ce surnom lui colla à la peau toute sa vie, et bien que, devenu empereur, il le détesta et le considéra comme humiliant, c'est sous ce nom qu'il entra dans l'histoire. Dans ce surnom se cachait une profonde ironie. Petite botte, un mot affectueux, diminutif, presque intime, que lui avaient donné les soldats par amour, devint synonyme de cruauté inhumaine et de folie. L'enfance de Caligula fut unique. Il ne grandit pas dans les salles de marbre du Palatin, parmi des courtisans flatteurs et des intrigues venimeuses. Il grandit dans l'atmosphère rude mais honnête d'un camp militaire. Son berceau fut le son des trompettes de guerre, ses jouets, les armures brillantes des centurions. Il était la mascotte de l'armée, le fils des légions. Les soldats le portaient dans leurs bras, lui offraient leur nourriture grossière et lui racontaient des histoires de guerre. Il voyait son père non pas comme un aristocrate distant, mais comme un chef menant ses hommes au combat. Il voyait sa mère non pas comme une noble matrone, mais comme une compagne d'armes, capable d'un seul regard d'arrêter la panique et la mutinerie. Cette expérience laissa une marque indélébile. Un jour, lorsque les légions du Rhin se révoltèrent après la mort d'Auguste, exigeant une augmentation de soldes et une retraite anticipée, la situation devint incontrôlable. Les mutins tuaient les centurions et étaient prêts à marcher sur Rome. Ce fut la vue d'Agrippine avec le petit Caligula dans ses bras, quittant ostensiblement le camp rebelle qui fit honte aux soldats. L'idée que la petite fille d'Auguste et le fils de leur général bien-aimé cherchaient protection auprès de Gaulois hostiles à cause de leur propre trahison était insupportable. Cet acte de théâtre psychologique mit fin à la mutinerie plus efficacement que toutes les menaces et négociations. Cette enfance forgea son caractère. D'une part, il s'habitua dès son plus jeune âge à l'adoration et à l'attention générale. Il était le centre d'un petit univers. D'autre part, il fut le témoin non seulement de la gloire, mais aussi d'événements terribles. Il vit le sang, la mort,
la cruauté de la guerre. Il vit son père réprimer sans pitié les meneurs de la mutinerie. Il absorba avec le lait de sa mère non seulement la fierté de sa lignée, mais aussi le mépris de l'aristocratie sénatoriale, que ses parents considéraient comme un ramassis de lâches et d'intrigants. Il vit que la véritable force n'était pas dans les discours à la curie, mais dans la loyauté des légions. Mais ce monde idyllique, bien que rude, était condamné. La popularité de Germanicus était trop grande pour ne pas susciter jalousie et suspicion à Rome, surtout chez Tibère. L'empereur voyait dans son fils adoptif moins un soutien qu'un rival potentiel. Il rappela Germanicus du front germanique, lui accorda un triomphe fastueux, puis l'envoya en mission d'honneur en Orient, pour régler les affaires dans les provinces et apaiser le conflit avec les Parthes. C'était un exil honorable. Pour surveiller le général trop populaire, Tibère nomma gouverneur de Syrie Gnaeus Calpurnius Piso, un homme dur, intransigeant et personnellement dévoué à l'empereur. Le conflit entre Germanicus et Pison était inévitable. Ils se disputaient sur tout, les nominations, les plans militaires, le protocole. Leurs épouses, Agrippine et Plancina, se détestaient et se livraient une guerre ouverte. Puis, en l'an 19 de notre ère, à Antioche, le terrible se produisit. Germanicus, l'espoir de Rome, âgé de 33 ans, tomba soudainement malade. La maladie était étrange et douloureuse. Il avait de la fièvre, de l'écume sortait de sa bouche, il s'affaiblissait de jour en jour. Germanicus lui-même et son entourage en étaient convaincus. C'était du poison. On aurait trouvé dans ses appartements des objets sinistres, des restes de corps humains exhumés, des sortilèges, des tablettes de plomb avec son nom. Avant de mourir, Germanicus supplia ses amis de le venger de Pison et Plancina, qu'il considérait comme ses assassins. La mort de Germanicus plongea l'Empire dans le choc. Ce fut un deuil national. Agrippine, avec l'urne contenant les cendres de son mari, navigua lentement vers Rome. Tout au long du chemin, de Brindés à la capitale, des foules en larmes l'accompagnaient. À Rome même, le deuil fut sans précédent. Les affaires furent suspendues, les temples fermés. Les gens jetaient des pierres sur les idoles, maudissant les dieux qui avaient permis une telle injustice. Le petit Caius, qui n'avait que 7 ans, marchait dans ce cortège funèbre. Il n'avait pas seulement perdu son père, il avait perdu son monde, un monde où il était aimé, où il était protégé. En un instant, de fils des légions, il était devenu un orphelin, un membre d'une famille soupçonnée de complot et haï à la cour. Le procès de Pison se transforma en une farce politique. Bien qu'il fût accusé de meurtre, tout le monde comprenait que la véritable ombre planait sur Tibère. Pison, comprenant qu'on ne le sauverait pas, se suicida. Mais pour la famille de Germanicus, tout ne faisait que commencer. L'enfance paradisiaque dans les camps militaires était terminée. Devant eux s'ouvrait, pourrait-on dire, une cage dorée, pleine de dangers mortels. Le garçon, que les rudes légionnaires portaient autrefois dans leurs bras, se retrouva maintenant dans un monde complètement différent. Un monde où il n'y avait pas de place pour la sincérité du camp militaire, et où l'air était imprégné du poison des intrigues de cour. Après la mort de Germanicus, sa famille fut la cible du puissant Séjan. Le préfet du prétoire voyait dans les fils de Germanicus, Néron et Drusus des concurrents directs sur le chemin du pouvoir et montait systématiquement Tibère contre eux. Agrippine, fière et peu mesurée dans ses propos, ne faisait qu'attiser le feu par son hostilité ouverte envers l'empereur. Elle ne pardonnait pas à Tibère la mort de son mari et ne le cachait pas, le considérant au minimum comme complice du crime. Pour le jeune Caius Caligula commencèrent des années de peur et de perte. Il vécut d'abord avec son arrière-grand-mère Livie, l'impératrice douairière, femme autoritaire et experte en politique. C'était la matriarche de la dynastie, et tant qu'elle fut en vie, Séjan n'osa pas lancer une attaque ouverte.
Après sa mort en l'an 29, il déménagea chez sa grand-mère, Antonia la Jeune, femme sage et respectée, fille de Marc-Antoine et d'Octavie, sœur d'Auguste. Ce furent des années d'accalmie, mais le garçon voyait le cercle se resserrer autour de sa famille. Sous ses yeux se déroulait une tragédie. L'un après l'autre, ses frères aînés furent accusés de complot. Néron César, l'aîné et l'héritier le plus probable, fut calomnié par ses gens, qui l'accusa d'homosexualité et de manque de respect envers l'empereur. Il fut exilé sur l'île de Pontia, où il mourut de faim. Drusus César, le deuxième frère, fut enfermé dans un cachot du Palatin, où, devenu fou, il tenta de manger le rembourrage de son propre matelas et mourut après 9 jours d'agonie. Sa mère, la fière Agrippine, fut également envoyée en exil sur l'île de Pandateria, où, selon la rumeur, on la battit jusqu'à lui crever un œil, et on la laissa finalement mourir de faim. Imaginez l'état psychologique d'un adolescent qui voit sa famille systématiquement et cruellement anéantie sur ordre de l'homme qui est son tuteur officiel et le chef de l'État. Sa mère, ses frères, tous sont morts d'une mort terrible. De toute la grande et heureuse famille d'autrefois, il ne restait que lui et ses 3 sœurs, Agrippine la Jeune, Julia Drusilla et Julia Livilla. Il vivait dans une peur constante, glaciale, que le prochain sur la liste soit lui. Chaque jour, il attendait l'arrivée d'un centurion avec un ordre d'arrestation ou d'exécution. Chaque bruit derrière la porte pouvait signifier la fin. Cette expérience mutila son âme à jamais. Il apprit à dissimuler ses vrais sentiments derrière un masque impénétrable. Il comprit que toute émotion, toute parole imprudente pouvait devenir un arrêt de mort. Survivre devint son unique objectif. Il maîtrisa à la perfection l'art du mimétisme, transformant son visage en un masque indifférent. Et voilà qu'en l'an 31 de notre ère, alors qu'il avait 19 ans, la convocation fatidique arriva. Tibère, qui gouvernait l'Empire depuis sa retraite rocheuse sur l'île de Capri, le fit appeler. C'était comme entrer dans la fosse au lion. Caligula se rendit à Capri sans savoir si une reconnaissance tardive comme héritier ou une mort rapide et silencieuse l'y attendait. L'île de Capri sous Tibère était un lieu de cauchemar. C'était une forteresse de la paranoïa. Le vieil empereur, qui avait plus de 70 ans, s'était entouré d'astrologues, comme le célèbre Thrasyle, de délateurs et de bourreaux. L'historien Suétone, qui ne lésinait pas sur les couleurs sombres, décrit Capri comme un théâtre de cruauté et de débauches perverses. Tibère aurait organisé des orgies monstrueuses avec des spin-trees, et ceux qui l'ennuyaient ou suscitaient sa méfiance étaient impitoyablement jetés d'une falaise dans la mer, où, en bas, des marins spécialement entraînés les achevaient à coups de gourdin. Nous ne savons pas si ces récits sont véridiques. Ils sont probablement très exagérés par la propagande sénatoriale hostile, mais l'atmosphère de suspicion totale et de pouvoir absolu et illimité du vieux tyran était indéniable. C'est dans cette atmosphère que Caligula passa 6 ans de sa jeunesse. 6 ans, il vécut côte à côte avec l'homme qu'il considérait comme l'assassin de sa famille. Et il joua son rôle avec virtuosité. Les auteurs anciens soulignent unanimement son incroyable talent pour la dissimulation. Il faisait preuve d'une soumission absolue, devinant les moindres désirs de Tibère, riant de ses plaisanteries, ne parlant jamais de sa mère et de ses frères morts. Il devint l'ombre de l'empereur. Tacite écrivit que Caligula s'assura la vie au prix d'une soumission servile. Il porta le masque si longtemps que peut-être il ne se souvenait plus lui-même du visage qui se cachait dessous. Mais derrière ce masque de jeune homme complaisant se cachait une lave bouillonnante de haine, de peur et de désirs refoulés. La nuit, dit-on, il mettait une perruque et une barbe et se livrait aux divertissements les plus sauvages, comme pour libérer le démon accumulé en lui. Il observait avec une curiosité morbide les tortures et les exécutions que Tibère organisait pour son divertissement. La mécanique même du pouvoir et de la violence le fascinait. Il étudiait son geôlier, s'imprégnant de ses méthodes, de sa cruauté,
de son mépris des hommes. C'est à Capri, selon beaucoup, que se forma le futur monstre. Tibère, qui était un psychologue perspicace, voyait cette dualité. Selon la légende, il dit un jour de lui « J'élève une vipère pour le peuple romain et un phaéton pour le monde entier », le comparant à la fois à un serpent venimeux et au jeune homme mythique qui, ayant pris le char de son père le soleil, faillit brûler toute la terre. C'est là, à Capri, qu'il assista à la chute du tout-puissant Séjan. Tibère, ayant reçu des preuves du complot, joua une combinaison géniale et cruelle. Il envoya à Rome son homme, Macron, avec une lettre secrète pour le Sénat. Pendant que ces gens étaient assis à la curie, attendant de nouveaux honneurs, le consul lisait un long et confus message de l'empereur. Ce n'est qu'à la toute fin que retentit l'ordre d'arrestation. Ces gens, stupéfaits, fut immédiatement saisi, et le jour même, le Sénat le condamna à mort. Son corps fut jeté sur les escaliers d'hégémonie, et la foule déchiqueta ses restes pendant plusieurs jours. Caligula vit à quelle vitesse l'homme le plus puissant de l'État pouvait chuter. Il apprit la principale leçon de la tyrannie. Soit tu tues, soit on te tue. Pendant ces années, Caligula se trouva un allié puissant, le nouveau préfet du prétoire, Quintus Naevius Sutorius Macro. Macron était l'homme qui avait aidé Tibère à renverser ses gens, et il occupait maintenant sa place. En pragmatique, Macron comprenait que Tibère était vieux et allait bientôt mourir, et que le seul véritable héritier était Caligula, avec le petit-fils de Tibère, Gemellus, mais celui-ci n'était encore qu'un enfant. Il commença à protéger secrètement le jeune homme, le préparant à sa prise de pouvoir. Selon la rumeur, il persuada même sa femme Ennia de devenir la maîtresse de Caligula, afin de l'attacher encore plus fermement à lui. Ainsi, dans ce nid de vipères, en équilibre sur le fil du rasoir, Caligula attendait son heure. Il avait appris à haïr et à attendre. Et voilà que, le 16 mars de l'an 37, cette heure sonna. La nouvelle de la mort de Tibère, âgé de 78 ans, se répandit dans l'Empire avec la rapidité de l'éclair. Les circonstances de son décès font encore l'objet de débats. Selon une version, il mourut de mort naturelle. Selon une autre, plus dramatique et populaire, il tomba dans le coma. Et alors que tout le monde le croyait déjà mort et commençait à saluer Caligula comme le nouvel empereur, le vieil homme se réveilla soudainement et demanda à manger. Dans la panique qui s'ensuivit, Macron aurait ordonné d'étouffer Tibère avec ses propres oreillers, tandis que Caligula assistait, horrifié, à la scène. Que cela soit vrai ou une autre sombre légende, cela n'avait plus d'importance. Pour Rome et pour tout l'Empire, la mort de Tibère fut une libération. Ces 23 années de règne, en particulier les dernières, étaient perçues comme une époque d'obscurité, de peur et de deuil. Et maintenant, pour remplacer ce passé ténébreux, venait-il, le jeune, beau Caius de 24 ans, fils de l'adoré Germanicus. Son voyage de Capri à Rome se transforma en un triomphe continu. Les gens accouraient sur les routes pour l'acclamer. Les villes organisaient des fêtes en son honneur. On l'appelait « notre enfant »,« notre étoile »,« notre tourtereau ». On voyait en lui non seulement un nouveau souverain, mais un sauveur qui ramènerait à Rome l'âge d'or. Tout l'amour accumulé pour son père Germanicus se reporta sur lui. Lorsqu'il entra dans Rome, il fut accueilli par des foules en liesse telles que la ville n'en avait pas vu depuis les triomphes de ses ancêtres. Pendant 3 mois, dit-on, plus de 160 000 animaux furent sacrifiés en remerciement aux dieux pour le nouvel empereur. Et dans les premiers mois de son règne, Caligula sembla justifier toutes les espérances placées en lui. Il agit comme un souverain idéal, semblant tout droit sorti des pages de traités philosophiques. Ses premiers pas furent impeccables et suscitèrent un enthousiasme universel. Premièrement, il fit preuve d'une piété filiale qui toucha le cœur des Romains. Il se rendit personnellement sur les îles de Pandateria et de Pontia, où sa mère et son frère avaient péri, recueillit leurs restes
et les transporta à Rome avec les plus grands honneurs pour les inhumer dans le mausolée d'Auguste. Il décréta le jour de l'anniversaire de sa mère fête officielle. Il paya tous les legs laissés par Tibère et Livie, que ce dernier n'avait pas eu le temps ou l'envie d'exécuter, et ajouta même de généreuses primes de sa part. Il distribua à chaque citoyen de Rome 300 sesterces, une somme énorme pour l'époque. Aux prétoriens, il versa une double solde comprenant à qui il devait réellement le trône. Deuxièmement, il fit une série de coups politiques brillants visant à libéraliser le régime. Il décréta une amnistie complète pour tous ceux qui avaient été condamnés ou exilés sous Tibère. Il brûla publiquement, sur le forum, toutes les archives des dénonciations et les procès-verbaux des procès concernant sa mère et ses frères, jurant qu'il ne les avait même pas lus, bien que beaucoup le soupçonnassent d'avoir brûlé des copies tout en conservant les originaux. Il abrogea la loi détestée de lèse-majesté, déclarant que dans son état, personne n'aurait à craindre pour ses paroles. Il autorisa la diffusion des écrits d'historiens tels que Titus Labienus et Crémutus Cordus, interdits sous Tibère pour leur sympathie républicaine. De plus, il publia pour la première fois depuis longtemps le budget de l'État, montrant les recettes et les dépenses du trésor, un geste d'une transparence inouïe après le secret de Tibère. Il rendit au Sénat et au peuple le droit d'élire les magistrats, que Tibère avait de fait usurpés, restaurant l'apparence d'une procédure républicaine. Troisièmement, il lança un programme de divertissement public et de construction à grande échelle. Comprenant que la plèbe romaine exigeait du pain et des jeux, il organisa de grandioses combats de gladiateurs, des représentations théâtrales, des courses de chars. Il acheva le temple d'Auguste et le théâtre de Pompée, commencé par Tibère. Il lança 2 projets colossaux, qui ne seront achevés qu'après sa mort, l'aqueduc Aqua Claudia et l'aqueduc Anio Novus, qui fourniront à Rome de l'eau pure pendant des siècles. Il agrandit également le port de Rhegium, pour faire face aux livraisons croissantes de blé et prévenir la menace de famine dans la capitale. Il semblait qu'un véritable dégel avait commencé. Le Sénat était euphorique. On lui décerna tous les honneurs possibles, y compris le titre de père de la patrie. Caligula était partout. Il prononçait des discours, participait personnellement à l'extinction d'un incendie, conversait avec les gens du peuple. Il était l'antithèse complète de son prédécesseur morose. Une place particulière dans son cœur semblait être occupée par ses sœurs, Agrippine, Drusilla et Livilla. Il leur accorda des honneurs sans précédent, les droits et privilèges des Vestales, une place à côté de lui au jeu. Au serment officiel de fidélité à l'empereur fut ajoutée la phrase « Et je n'estimerai pas ma vie et celle de mes enfants plus que la vie de Caius et de ses sœurs. » C'était inouï. La politique romaine avait toujours été une affaire d'hommes. Désormais, les femmes de sa famille entraient en scène, ce qui était plus caractéristique des monarchies hellénistiques d'Égypte ou de Syrie. Il distinguait particulièrement sa sœur du milieu, Drusilla. Il la traitait avec une telle tendresse et un tel amour que déjà à cette époque, les premières rumeurs sinistres sur leur liaison incestueuse commencèrent à circuler. On disait qu'il l'avait enlevée à son mari, Lucius Cassius Longinus, et vivait ouvertement avec elle comme avec une épouse légitime. Pour eux, qui avaient survécu à l'enfer des intrigues de cour, cette relation pouvait être moins une passion vicieuse qu'une tentative désespérée de s'accrocher au seul îlot de sécurité et de confiance, dans un monde plein de trahisons. Mais durant cette lune de miel, qui dura environ 7 à 8 mois, on s'efforça de ne pas prêter attention à ces rumeurs. Rome était heureuse. Le cauchemar de la tyrannie de Tibère semblait avoir disparu pour toujours. L'Empire avait un souverain jeune, énergique, généreux et juste. Personne, absolument personne, ne pouvait imaginer que cette aube brillante et éblouissante n'était que le prélude à une nuit d'horreur impénétrable. Le soleil qui s'était levé sur Rome était trop brillant pour ne pas tout brûler autour de lui, et le premier coup du sort était déjà tout proche.
À l'automne de l'an 37, au sommet de sa popularité, Caligula tomba soudainement et gravement malade. La nature de cette maladie reste un mystère à ce jour. Les sources anciennes la décrivent très brièvement, ne parlant que d'une fièvre sévère. Les chercheurs modernes avancent de nombreuses hypothèses. D'une encéphalite virale ou d'une méningite, qui aurait pu endommager le cerveau et provoquer des changements de personnalité irréversibles, à une épilepsie du lobe temporal connue pour pouvoir causer des hallucinations, des accès de fureur et une manie religieuse. Certains suggèrent la présence d'une tumeur cérébrale, d'autres ont développé la théorie d'un trouble psychiatrique héréditaire dans la famille des Giulio-Claudiens. Et certains pensent qu'il ne s'agissait pas d'une maladie physique, mais d'un effondrement purement psychologique. La tension colossale liée aux années de peur sous Tibère, le fardeau du pouvoir absolu qui lui était soudainement tombé dessus, et le poids de la responsabilité du destin du monde avaient tout simplement brisé sa psyché. Mais quelle que fût la nature de cette maladie, ses conséquences pour l'Empire furent catastrophiques. La nouvelle de la maladie de l'empereur plongea Rome dans le désespoir. Les gens s'attroupaient jour et nuit près du palais, attendant des nouvelles. La ville était figée dans un silence anxieux. Beaucoup firent des vœux aux dieux, offrant leur propre vie en échange de celle du princeps. Un homme jura même de combattre dans l'arène comme gladiateur si Caligula guérissait. Un autre écrivit sur une tablette qu'il était prêt à mourir. Cet amour populaire universel aurait dû, semblait-il, attendrir le cœur de n'importe quel souverain. Et il guérit, mais il sortit de la maladie en homme complètement différent. Comme si la fièvre avait brûlé dans son âme tout ce qu'il y avait d'humain, ne laissant que des cendres et un vide monstrueux qu'il commença à remplir de sa volonté sans borne. Le masque du souverain idéal se fissura et s'effrita, révélant un visage qui plongea Rome dans la terreur. On rapporta qu'il se mit à souffrir d'une insomnie des plus cruelles, ne pouvant dormir plus de 3 heures, et passant le reste de la nuit à errer dans le palais, appelant l'aube. Il passait des heures devant son miroir, répétant des grimaces effrayantes, essayant de donner à son visage l'expression la plus féroce. Ce n'était pas de la simple vanité, c'était un processus de déshumanisation consciente, de transformation de soi-même d'homme en idole, en symbole vivant de la terreur et du pouvoir. Les premiers à le ressentir furent ses plus proches, ceux qui l'avaient porté au pouvoir. La première victime fut son cousin germain et cohéritier selon le testament de Tibère, le jeune Tibère Gemellus. Caligula l'avait adopté au début de son règne, mais maintenant, après sa maladie, il voyait en lui une menace. Sous prétexte que Gemellus aurait simulé une toux pour ne pas boire un médicament qui aurait pu le protéger du poison de Caligula, l'empereur l'accusa de complot et lui ordonna de se suicider. Le tribun envoyé pour exécuter l'ordre trouva le jeune homme en larmes. Il n'avait jamais vu d'épée de sa vie et ne savait pas comment se tuer avec. Le soldat dut lui montrer lui-même où porter le coup. La victime suivante fut son beau-père, Marcus Junius Silanus, un sénateur respecté, père de sa première femme décédée. Son crime fut d'avoir refusé d'accompagner l'empereur dans un voyage en mer pendant une tempête, prétextant le mal de mer. Caligula interpréta cela comme un désir de rester à Rome et de s'emparer du pouvoir en cas de sa mort. Il fut également contraint au suicide. Puis vint le tour de l'homme à qui Caligula devait tout, le préfet du prétoire Macron. Ce même Macron qui l'avait sauvé à Capri et l'avait placé sur le trône. Mais maintenant, son influence et sa connaissance des secrets du passé étaient devenues encombrantes pour le nouveau Caligula. L'empereur accusa Macron et sa femme Ennia de nombreux crimes et les força tous deux à se suicider. L'homme qui lui avait appris l'art de la survie tomba lui-même victime de son élève. En quelques mois, Caligula anéantit tout son cercle proche. Il se débarrassait de tous ceux qu'il avait connus avant qu'il ne devienne un dieu. Il coupait tous les liens avec le passé. Ce n'étaient plus des manœuvres politiques, mais les actions d'un paranoïaque qui voit des ennemis en quiconque peut remettre en question sa grandeur.
L'apothéose de cette transformation fut sa réaction à la mort de sa sœur bien-aimée, Drusilla, en l'an 38. Il tomba dans un état proche de la folie. Il laissa pousser sa barbe et ses cheveux, erra pendant des mois à travers l'Italie, poussant des hurlements insensés. Il décréta un deuil universel dans tout l'Empire, un justitium, pendant lequel il était interdit de rire, de se baigner et même de dîner en famille. Toute infraction était punie de mort. Un homme fut exécuté pour avoir vendu de l'eau chaude. Mais cela ne lui suffisait pas. Il fit quelque chose sans précédent. Il força le Sénat à déifier officiellement Drusilla, lui conférant le titre de Divine Panthea, ou toute déesse. Un temple fut érigé en son honneur, un culte sacerdotal fut institué. Ce n'était pas une simple manifestation de deuil, c'était un tournant. Il n'avait pas seulement perdu une sœur, il avait perdu son dernier point d'ancrage, son lien avec l'humanité, la seule image lumineuse de son passé. Désormais, plus rien ne retenait les ténèbres en lui. Si sa sœur est une déesse, qui est-il alors? Lui, son frère et, comme le prétendaient les rumeurs, son amant. La réponse s'imposait d'elle-même. À partir de ce moment, Caligula cessa de jouer au premier parmi ses pairs. Il commença à se considérer sérieusement comme un dieu. Il força Rome à y croire, ou à mourir. L'âge d'or était terminé avant même d'avoir commencé. Commençait l'ère de la terreur divine. Ce qui suivit la maladie de Caligula et la mort de Drusilla ressembla à un mauvais rêve, un cauchemar devenu réalité pour tout l'Empire romain. Le règne se transforma en un spectacle grandiose et sanglant, où le seul metteur en scène, acteur et spectateur était l'empereur lui-même. Ses actions, décrites par Suétone et Dion Cassius, semblent si absurdes et monstrueuses que de nombreux historiens débattent encore pour savoir si c'était la conséquence d'une folie clinique ou d'une politique froide et calculatrice visant à instaurer une monarchie absolue de type oriental, hellénistique. Probablement les deux. Caligula cessa de se contenter du rôle d'un homme. Il se déclara Dieu vivant. Il commença d'abord à apparaître en public dans les vêtements de diverses divinités. Avec le trident de Neptune, les foudres de Jupiter, l'armure de Mars ou même les atours féminins de Vénus. Il ordonna de faire venir de Grèce la célèbre statue de Zeus olympien de Phidias, l'une des 7 merveilles du monde, pour lui couper la tête et la remplacer par sa propre effigie. Heureusement, selon la légende, le navire envoyé pour la statue fut foudroyé, et la statue elle-même éclata d'un rire si tonitruant que les ouvriers s'enfuirent, terrifiés. Il agrandit son palais sur le Palatin, le reliant par un pont spécial au temple de Jupiter sur le Capitole, afin, disait-il, de pouvoir communiquer directement avec son frère Jupiter. Il menait souvent de bruyantes conversations avec le dieu, lui chuchotant tantôt quelque chose à l'oreille, tantôt le menaçant s'il envoyait du mauvais temps pendant ses jeux. La nuit, dit-on, il appelait la lune à converser, exigeant qu'elle descende sur son lit. Il fit construire son propre temple en son honneur, où les plus nobles sénateurs servaient comme prêtres, contraints d'acheter cette fonction humiliante pour des sommes énormes. En sacrifice à sa nouvelle divinité, on offrait des flamants roses, des paons et d'autres oiseaux exotiques. Mais son entreprise la plus dangereuse dans ce domaine fut la tentative d'installer sa statue gigantesque dans le lieu le plus saint des Juifs, le Temple de Jérusalem. Pour les Juifs, avec leur monothéisme strict, c'était un blasphème inimaginable, un sacrilège qu'ils étaient prêts à empêcher au prix de leur vie. Le gouverneur de Syrie, Pétronius, qui reçut cet ordre, se retrouva dans une situation terrible. Il comprenait que son exécution entraînerait une révolte colossale qui embraserait tout l'Orient. Il retarda par tous les moyens la fabrication de la statue, écrivit à Caligula des lettres pour tenter de l'en dissuader. Des dizaines de milliers de Juifs sortirent dans les champs et déclarèrent qu'ils se laisseraient plutôt égorger que de permettre une telle profanation.
Une délégation de sages juifs, dirigée par le philosophe Philon d'Alexandrie, se rendit à Rome pour supplier l'empereur d'annuler l'ordre. La description de leur audience par Philon est le portrait le plus saisissant d'un tyran dément. Caligula les reçut non pas dans la salle du trône, mais les fit courir derrière lui dans les jardins et les villas, pendant qu'il donnait des ordres aux ouvriers, inspectait des constructions et s'occupait de ses affaires. Il n'écoutait pas leurs supplications, mais leur posait au passage des questions moqueuses. « C'est donc vous, ces blasphémateurs qui ne mangent pas de pente en... je pose un passeport. Et pourquoi? Ce n'est pas bon. » Puis il s'enfuyait soudainement dans une autre pièce, obligeant les sages vieillards à le suivre. Finalement, il leur jeta par-dessus l'épaule « Ces gens, à mon avis, ne sont pas tant des scélérats que de malheureux idiots, s'ils ne croient pas en ma nature divine. » Zoïle, la mort soudaine de Caligula, sauva la Judée d'un bain de sang, et tout l'empire d'une guerre catastrophique. Le statut divin et les projets grandioses exigeaient des sommes colossales. Les distributions généreuses du début du règne et les dépenses folles pour les festins, les jeux et les constructions vidèrent rapidement le trésor de 2,7 milliards de sesterces que Tibère avait laissé plein. Caligula commença à chercher des fonds avec l'ingéniosité d'un maniaque. Il relança les procès pour lèse-majesté, mais leur but n'était plus la sécurité, mais la confiscation des biens des condamnés. De riches sénateurs étaient accusés pour le moindre prétexte et exécutés, et leur fortune passait au trésor. Il introduisit un système de testament forcé. Les notables étaient obligés d'inscrire l'empereur dans leur testament, et s'ils continuaient ensuite de vivre trop longtemps, ils pouvaient être accusés d'irrespect et tués. Il introduisit de nouveaux impôts absurdes, un impôt sur les procès, un impôt sur les services des porteurs, un impôt sur la nourriture vendue dans les tavernes. Le comble du cynisme fut l'ouverture d'un lupanar d'État directement dans le palais impérial. On y amenait de force les épouses et les filles de sénateurs et de chevaliers, et des crieurs publics spéciaux invitaient les clients sur le forum. Tous les revenus allaient personnellement à l'empereur. Il organisait des ventes aux enchères fictives, où il forçait les sénateurs à acheter à des prix exorbitants de vieux équipements de gladiateurs, observant leur humiliation et les obligeant à surenchérir. Son projet le plus célèbre et le plus insensé fut le pont de bateaux sur la baie de Baiae, près de Naples. Il ordonna de rassembler de tout l'empire des navires de commerce, de les aligner sur 2 rangs sur près de 5 kilomètres, de poser dessus des planches et de les recouvrir de terre. Il en résulta un pont flottant. Puis Caligula, vêtu de l'armure d'Alexandre le Grand, sur son cheval favori, traversa ce pont à cheval dans un sens puis dans l'autre, et le lendemain y organisa une gigantesque beuverie. Le but de cette action, selon une version, il voulait réfuter la prédiction de l'astrologue Thrasyle, qui avait dit que Caius n'avait pas plus de chance de devenir empereur que de traverser à cheval la baie de Baiae. Selon une autre, plus plausible, il voulait surpasser le roi perse Xerxès, qui avait autrefois construit un pont sur l'Hellespont. C'était une démonstration d'un pouvoir absolu, divin, sur la nature elle-même. Le pouvoir l'avait absolument corrompu. Il se délectait non seulement du luxe, mais aussi de la peur qu'il inspirait à son entourage. Sa célèbre phrase, qu'il répétait souvent, « Oderint dum metuan », ce qui signifie « qu'il me haïsse, pourvu qu'il me craigne ». Un jour, il exprima un souhait encore plus terrible. Si seulement le peuple romain n'avait qu'une seule nuque. Il forçait des sénateurs, vêtus de leurs toges, à courir plusieurs miles derrière son char. Il pouvait, pendant un festin, éclater de rire soudainement, et quand on lui demandait ce qui l'amusait tant, il répondait « J'ai juste pensé qu'il me suffirait de hocher la tête pour qu'on vous coupe la tête à tous les deux. » Il ordonnait d'exécuter des gens, puis, quelques jours plus tard, envoyait les chercher, comme s'il avait oublié son ordre.
Quand on lui annonçait que ces personnes étaient déjà mortes, il répondait nonchalamment. « Ah oui, je me souviens. » Il forçait des pères à assister à l'exécution de leur fils, puis les invitait à un festin et les obligeait à plaisanter et à s'amuser. Toute manifestation de chagrin signifiait une condamnation à mort. Il exécutait des gens sur un simple caprice. Le gardien de la ménagerie, qui avait commis une erreur, il ordonna de le scier lentement. L'homme qui avait juré de devenir gladiateur en échange de sa santé, il le força à tenir sa promesse et ne le libéra qu'après qu'il eut remporté plusieurs combats. Il se plaignait que son règne n'ait connu aucune grande calamité, comme la défaite de légions ou une épidémie, qui aurait pu rendre son époque mémorable. Pendant les Jeux, s'il n'aimait pas le spectacle, il pouvait ordonner à la garde de jeter dans l'arène des secteurs entiers de spectateurs pour les livrer aux bêtes sauvages, après leur avoir arraché la langue pour qu'ils ne puissent pas crier. Sa cruauté était inextricablement liée à un humour noir et pervers. Il pouvait inviter un homme à un festin et pendant ce temps, dans la pièce voisine, faire exécuter son fils. Il pouvait embrasser le cou de sa femme ou de sa maîtresse et murmurer « Cette jolie nuque sera tranchée dès que je l'ordonnerai. » Le sommet de son mépris pour les institutions de l'État romain fut l'histoire de son cheval favori, Incitatus ou Rapide. Il lui fit construire une écurie de marbre avec une mangeoire en ivoire, des couvertures de pourpre et des colliers de pierres précieuses. Le cheval avait ses propres esclaves et même un palais, où il recevait des invités au nom de l'empereur. La veille des courses, il postait des soldats pour assurer un silence complet dans le quartier, afin de ne pas troubler le sommeil de son favori. Suétone affirme que Caligula envisageait sérieusement de nommer Incitatus Consul, la plus haute magistrature de la République romaine. Avant de le faire consul, il l'avait déjà nommé grand prêtre de son propre culte, ce qui était un autre acte de moquerie envers la religion et l'ordre sénatorial. Très probablement, ce n'était qu'une mauvaise plaisanterie, une démonstration que son cheval valait plus que tous les sénateurs réunis. Mais cette plaisanterie illustrait parfaitement l'abîme d'absurdité dans lequel Rome était plongée. Même ses campagnes militaires, il les transformait en farce. En 39, il se rendit en Germanie, prétendument pour réprimer un complot du gouverneur Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus. Au lieu de vrais combats, il organisait des batailles mises en scène, ordonnant à ses gardes du corps germain de se cacher dans la forêt, puis de les attaquer, par surprise. Le comble de l'absurdité fut sa célèbre campagne de Bretagne. Il amena les légions sur les rives de la Manche, les disposa en ordre de bataille, déploya les balistes et les catapultes, ordonna de sonner les trompettes, puis donna l'ordre aux soldats de ramasser des coquillages sur la plage. Ces coquillages, il les appela « butin arraché à l'océan » et les envoya à Rome comme preuve de sa grande victoire. Les historiens débattent encore de la signification de cet acte, punition de légions mutinées, acte symbolique de soumission de la nature ou simplement une nouvelle manifestation de folie. Cela dura près de 4 ans. 4 ans de peur, d'humiliation, de cruauté imprévisible et d'absurdité divine. Rome se terra. Les sénateurs, tremblants pour leur vie, lui rendaient les honneurs divins. Le peuple, acheté par les spectacles, se taisait. Mais la patience de l'élite était à bout. Dans l'ombre des couloirs du palais, dans les casernes des prétoriens, une prise de conscience mûrissait. Le Dieu qui vivait sur le Palatin n'était pas immortel, et il fallait l'envoyer dans le royaume souterrain auprès de ses ancêtres morts avant qu'il n'entraîne tout Rome avec lui. Un homme qui prétend être un dieu découvre rapidement que même les dieux peuvent saigner. L'atmosphère à Rome, au début de l'an 41, était devenue insupportable. La peur s'était transformée en désespoir, et le désespoir en détermination. Le complot contre Caligula ne fut pas une explosion de colère spontanée. Ce fut un acte mûrement réfléchi, où s'entremêlaient de multiples motivations.
vengeance personnelle, peur pour sa propre vie et peut-être pour un petit groupe d'idéalistes, l'espoir de restaurer la République. Au centre du complot se trouvaient les hommes qui, de par leur fonction, étaient les plus proches de l'empereur, les officiers de la garde prétorienne. Le principal moteur et exécutant fut le tribun Cassius Chaerea. C'était un soldat âgé et expérimenté, un vétéran des campagnes germaniques de Germanicus. Mais Caligula avait trouvé pour lui une forme d'humiliation particulière. Chaerea avait une voix fluette et aiguë, et l'empereur se moquait constamment de lui, l'appelant par des noms féminins, lui donnant des mots de passe féminins comme Vénus ou Priape, et, lors de leur rencontre, lui tendant la main pour un baiser d'une manière indécente. Pour un fier soldat romain, c'était pire que la torture. Pour un Romain de son rang, la notion de dignitas, c'est-à-dire la dignité, l'honneur et le statut social, était plus précieuse que la vie. Caligula ne se contentait pas d'insulter Chaerea, il détruisait systématiquement sa personne aux yeux de la société. Le meurtre devint pour Chaerea le seul moyen de restaurer son honneur bafoué. Un autre tribun, Cornelius Sabinus, le rejoignit. Ses motivations étaient plus simples. Il avait peur. Il voyait l'empereur exécuter des gens sur le moindre soupçon et comprenait que tôt ou tard, son tour viendrait. Mais le complot ne se limitait pas aux prétoriens. Des sénateurs influents y participaient également, comme Annius Vinicianus, dont les motivations étaient plutôt politiques. Ils risquaient tout, mais comprenaient que la poursuite du règne de Caligula menait à la destruction complète de leur ordre et au pillage de leurs biens. Certains affranchis de la cour impériale étaient également impliqués, comme Calliste, qui craignait pour sa position et sa vie. C'était une large coalition de désespérés, unis par une haine commune. Les conspirateurs tentèrent plusieurs fois de mettre leur plan à exécution, mais à chaque fois, quelque chose les en empêcha. Ils voulaient le tuer lors d'un voyage à Alexandrie, mais le voyage fut annulé. Ils prévoyaient de l'attaquer lors d'une représentation théâtrale, mais Caligula était assis dans sa loge, entouré de ses fidèles gardes du corps germain, des guerriers immenses et féroces qui lui étaient personnellement dévoués. Finalement, ils choisirent le moment idéal. Le dernier jour des Jeux palatins, le 24 janvier 41. Les Jeux se déroulaient dans un théâtre situé près du palais. Le plan était simple. Intercepter l'empereur lorsqu'il irait du théâtre au palais pour déjeuner. Son chemin passait par ce fameux cryptoportique, un couloir souterrain étroit et sombre, où il y avait peu d'espace et où ses gardes du corps ne pourraient pas le défendre efficacement. La journée fut remplie de présages sinistres que les historiens énuméreront plus tard avec plaisir. La veille, Caligula avait rêvé qu'il se tenait devant le trône de Jupiter et que celui-ci, d'un coup de pied, le précipitait des cieux sur la terre. Le jour du meurtre, on sacrifia un flamant rose, et le sang de l'oiseau éclaboussa la toge de l'empereur lui-même. Pendant les Jeux, on joua une pièce intitulée « Cinyras », dont la fin représentait le meurtre sanglant d'un tyran, et la scène fut inondée de sang artificiel. Tout cela créait une atmosphère oppressante. Caligula, comme par hasard, ne se pressait pas. Il décida de ne pas aller déjeuner, mais de rester pour assister à la représentation de jeunes aristocrates d'Asie qui devaient chanter et danser en son honneur. Les conspirateurs étaient en panique. Tout retard pouvait conduire à l'échec et à la découverte du complot. C'est alors que son oncle, Claude, et d'autres proches commencèrent à le persuader d'aller se reposer, prétextant la chaleur de midi. Finalement, il accepta à contre-cœur. Il se leva et se dirigea vers la sortie. La majeure partie de sa suite prit le long chemin détourné. Caligula, quant à lui, accompagné seulement de quelques sénateurs et de ces mêmes jeunes danseurs avec qui il voulait parler, choisit le chemin le plus court, à travers le cryptoportique. C'était la chance que les conspirateurs attendaient. Lorsque le groupe entra dans la pénombre du couloir, leurs assassins les attendaient déjà. Chaerea s'approcha pour demander le mot de passe.
S'ensuivit la plaisanterie insultante de Caligula, le cri de Chaerea « Agis !» et le premier coup d'épée. L'empereur tomba, mais était encore en vie. Il criait, tentait de se relever. C'est à ce moment que les autres se jetèrent sur lui et sur lui. 30 coups. Ils le poignardèrent à la poitrine, au ventre, au visage, à l'aine. Ce n'était pas une exécution, c'était une boucherie, un acte de haine frénétique. Quand tout fut terminé, les assassins, réalisant ce qu'ils avaient fait, s'enfuirent en panique. Mais l'effusion de sang ne s'arrêta pas là, tandis que le chaos régnait dans le palais et que le corps de l'empereur gisait dans le couloir. Quelques conspirateurs firent irruption dans les appartements de sa femme, Milonia Saesonia. Ils la trouvèrent un temps larmes sur le corps de leur petite fille, Julia Drusilla. Un centurion tua Saesonia d'un coup d'épée, et la petite fille, qui n'avait pas plus de 2 ans, fut saisie par les pieds et on lui fracassa la tête contre un mur. Suétone écrit que la fillette manifestait déjà la cruauté de son père, tentant de griffer les visages et de crever les yeux de ses camarades de jeu. C'est probablement une invention, mais elle montre à quel point les conspirateurs étaient obsédés par l'idée de détruire la semence du tyran, jusqu'à la racine, de ne laisser personne qui pourrait prétendre au trône ou devenir un symbole de vengeance. Rome plongea dans l'anarchie. Ayant entendu le bruit, les fidèles gardes du corps germain de Caligula firent irruption dans le palais. Ne trouvant pas les assassins, ils commencèrent, dans leur fureur, à tuer tous ceux qui se trouvaient sur leur passage, sénateurs innocents, serviteurs, spectateurs. La panique éclata dans les rues. Le Sénat, réuni au Capitole, commença à débattre fébrilement de l'avenir. Les orateurs les plus audacieux appelaient à la restauration de la République et à l'oubli total de la tyrannie. Ils eurent même le temps de voter un décret de damnatio memoriae, la condamnation de la mémoire, ordonnant la destruction de toutes les statues de Caligula et l'effacement de son nom de tous les monuments. Il semblait que le cauchemar de 4 ans était terminé et que Rome allait revenir aux anciens idéaux républicains. Mais ils avaient oublié une force qui décidait depuis longtemps du sort de Rome, la garde prétorienne. Et pendant que les sénateurs prononçaient des discours, un prétorien, un soldat nommé Gratus, fouillant le palais désert en quête de butin, regarda derrière un rideau et y vit une silhouette tremblante de peur. C'était Claude, l'oncle de 50 ans de Caligula, que tout le monde considérait comme un excentrique inoffensif et un savant empoté. Le soldat, au lieu de le tuer, le tira de sa cachette et, à la stupéfaction de Claude lui-même, le salua comme le nouvel empereur. Ainsi, dans le chaos et le sang, par hasard, derrière un rideau, le sort de l'Empire fut décidé. L'ère des Julio-Claudiens se poursuivait. Le tyran était mort, sa femme et sa fille tuées, mais le spectre de Caligula, ce dieu fou en bottines de soldat, plana encore longtemps sur Rome, laissant une cicatrice indélébile sur le corps de l'Empire et dans la mémoire historique de l'humanité. La première chose que fit le nouvel empereur Claude, imposé par les prétoriens contre la volonté du Sénat, fut d'annuler la condamnation de la mémoire. Il ne le fit pas par amour pour son neveu, mais par pragmatisme. Si l'on peut tuer impunément un empereur et effacer son nom, on peut faire de même avec un autre. Le corps de Caligula fut secrètement incinéré et enterré. Ses assassins, y compris Cassius Chaerea, furent exécutés par Claude, non pas pour le meurtre d'un tyran, mais pour violation du serment militaire. C'était un signal clair. Le pouvoir de l'empereur est sacré, même si cet empereur est un monstre, mais effacer le souvenir de Caligula était impossible. Son règne court, mais d'une horreur éclatante, fut pour Rome un traumatisme très profond et une leçon cruciale. Il mit à nu sans pitié toute la fragilité du système du Principat créé par Auguste. Il s'avéra que le bien-être de centaines de millions de personnes, la stabilité d'un empire gigantesque,
dépendait exclusivement des qualités personnelles, de la santé mentale d'un seul homme. Le système n'avait aucun mécanisme de protection contre un fou sur le trône. C'est précisément ce qui a engendré la question principale que les historiens se posent encore aujourd'hui. Caligula était-il vraiment fou? La version traditionnelle, issue des auteurs antiques, Suétone, Dion Cassius, Sénèque, Philon d'Alexandrie, est sans équivoque. Oui, il l'était. Il nous dresse le portrait d'un sadique dément, dont les actions sont dépourvues de toute logique. Cependant, il faut aborder ces sources avec une grande prudence. Toutes appartenaient à l'élite sénatoriale ou y étaient étroitement liées. Elles ont écrit leurs œuvres après la mort de Caligula, sous le règne d'autres dynasties, et avaient toutes les raisons de noircir sa mémoire. Pour eux, Caligula était l'incarnation parfaite du mauvais empereur, sur fond duquel leur propre patron apparaissait comme des sauveurs de la patrie. Sénèque, par exemple, avait été exilé par Caligula et lui vouait une haine personnelle. Suétone écrivait près d'un siècle plus tard et adorait collectionner les anecdotes scandaleuses. Au XXe et XXIe siècle, un autre point de vue est apparu, dit révisionniste. Selon celui-ci, Caligula n'était pas fou au sens clinique du terme. C'était un réformateur radical, impitoyable et absolument logique dans sa cruauté. Il voyait l'hypocrisie du système d'Auguste, où l'empereur prétendait être un simple citoyen et le Sénat un organe de gouvernement. Et il décida de rejeter ces fictions. Son but était de créer une monarchie absolue ouverte, de type hellénistique, oriental, où le souverain est un dieu vivant, et tous les autres ses esclaves. De ce point de vue, ces actes insensés acquièrent une logique sinistre. La divinisation de lui-même et de sa sœur n'est pas une manie, mais un instrument politique de sacralisation du pouvoir, importé de l'Égypte des Ptolémées. L'humiliation des sénateurs, l'histoire du cheval consul, ce n'est pas de l'absurdité, mais une politique délibérée visant à détruire la vieille aristocratie en tant que classe politique, une démonstration de leur totale insignifiance. Le pont de Baye, pas un caprice, mais une démonstration de la toute-puissance divine, dépassant les exploits des rois légendaires. Même la collecte de coquillages sur les rives de la Manche peut être interprétée comme une soumission symbolique de l'océan, ce qui le place au même rang que les dieux et les plus grands conquérants du passé. Il n'était pas fou, il était un révolutionnaire qui tentait par la force et la terreur de remodeler Rome selon un nouveau modèle. Et il a perdu, parce que l'élite romaine n'était pas encore prête à une rupture aussi brutale avec les traditions. Où est la vérité? Probablement, comme c'est souvent le cas, quelque part entre les deux. Très chandelier, dans sa personnalité se sont tragiquement mêlés de réels problèmes psychiatriques, aggravés par la maladie et les traumatismes de l'enfance, et un calcul politique froid. Il était à la fois un homme malade et un politicien cruel. Il était le produit de son époque, un garçon élevé parmi les soldats, qui a vu la mort de toute sa famille, formé à l'art de la survie par le plus cruel des tyrans, et qui a soudainement reçu entre ses mains un pouvoir illimité sur le monde. Un tel fardeau est capable de briser même l'homme le plus fort. Mais pour la culture mondiale, Caligula est resté à jamais non pas un politicien, mais un archétype. Il est devenu le symbole éternel du pouvoir absolu qui corrompt absolument. Son nom est devenu un nom commun pour désigner un tyran fou, capricieux et cruel. Il est le héros principal d'innombrables pièces, romans, opéras et films, du Caligula d'Albert Camus, où il apparaît comme un philosophe existentiel, au film scandaleux de Tinto Brass. Son histoire est un avertissement éternel, un avertissement sur la mince frontière entre l'homme et la bête, entre le souverain et le despote, entre l'ordre et le chaos. L'histoire de Caligula n'est pas simplement l'histoire d'un monstre. C'est un miroir dans lequel se reflète la nature même du pouvoir. Il n'était pas une anomalie,
Il était la conséquence logique, bien que poussée à l'absurde, d'un système où la volonté d'un seul homme était devenue supérieure à toute loi. Il était cette fièvre qui a révélé la maladie profonde qui se cachait déjà dans le corps politique de Rome. L'histoire de Caligula nous apprend que le pouvoir, non limité par la loi, la conscience et la compassion, mène inévitablement à la catastrophe. Elle montre avec quelle facilité la foule peut transformer son amour en haine. C'est peut-être le plus effrayant. Elle démontre que pour la naissance d'un monstre, il ne faut pas toujours une armée de démons. Il suffit parfois d'un seul garçon brisé, à qui l'on a donné le pouvoir sur le monde entier. Et elle rappelle que même le Dieu le plus puissant sur terre peut être terrassé par un simple morceau de métal aiguisé dans la main d'un homme désespéré, dans un couloir sombre, sous le faste et les paillettes d'un grand empire. Le spectre de la petite botte hante encore les pages de l'histoire, nous rappelant les profondeurs obscures de l'âme humaine et la fragilité de la civilisation.